Easy Weekend Project. Bonjour et bienvenue pour cette 15e leçon d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Aujourd'hui, au cours de cette 15e leçon, tu vas apprendre comment fabriquer un ohmètre à plage automatique, simple à l'aide d'une carte Arduino et d'un afficheur LCD I2C, qui affichera la valeur des résistances à mesurer.
Examinons de plus près ce dispositif qui est l'une des parties principales de ce projet. Il est composé de 5 transistors bijonction de type PNP utilisés en mode commutation, de 10 résistances d'une tolérance de 1% et 2 condensateurs céramiques. Ce qui nous donne ceci, représenté schématiquement. Il s'agit d'un circuit de commutation à 5 positions. Et voici la liste des 17 composantes utilisées pour réaliser ce module. La première composante sera une carte Arduino. C'est elle qui te permettra de programmer la précision de ton ohmmètre. La seconde composante est un afficheur LCD, 16,2, standard. Comme tu utiliseras un écran LCD standard, tu auras besoin d'une résistance de 220 ohms pour alimenter son rétroéclairage. Quatrièmement, nous arrivons aux composantes qui apparaissent sur ce schéma électronique. Ce circuit a pour rôle de remplacer un commutateur mécanique rotatif à 5 positions qui permettrait de sélectionner la bonne valeur de résistance connue assignée au diviseur de tension afin d'augmenter la précision de lecture de l'ohmmètre. Les 5 premières composantes de ce dispositif sont 5 transistors bipolaires de type PNP. Mes préférés sont les 2N3906. Ce sont les transistors tout usage les moins coûteux du marché. Il existe des centaines de remplacements que l'on peut récupérer dans une multitude de circuits, que ce soit des blocs d'alimentation à découpage, radiotransistors, téléviseurs. Bref, ils sont partout. Le principe de fonctionnement de ce circuit est vraiment très simple. Il est basé sur 5 transistors de type PNP, montés en mode commutation. C'est-à-dire que chaque transistor joue le même rôle qu'un commutateur, ou si tu préfères, un interrupteur unipolaire unidirectionnel. Ou plus simple encore, une bonne vieille switch on-off. À la seule différence, c'est qu'à la place de tourner manuellement un sélecteur rotatif à 5 positions, ou de pousser du doigt un des 5 interrupteurs, c'est l'Arduino qui fera le travail de sélectionner le bon interrupteur à activer au bon moment grâce aux instructions que nous allons lui donner à exécuter. Nous reviendrons un peu plus en détail sur le fonctionnement des transistors en mode commutation un peu plus loin. Pour le moment, poursuivons avec notre liste des composantes de ce dispositif. En fait, les 10 composantes restantes sont tout simplement des résistances. Cependant, pour obtenir un ohmmètre qui offre une lecture acceptablement précise, je recommande d'utiliser des résistances de précision d'au moins 1% de tolérance. Pas besoin de préciser que moins tes résistances seront précises, moins la lecture le sera aussi. Si tu utilises des résistances chipettes de 20%, ton ohmmètre va t'en donner pour ton argent. Ceci dit, les 5 prochaines composantes sont 5 résistances de 4,7 kΩ à 1% de tolérance. Ce sont les résistances de base. On les appelle ainsi parce que leur rôle est d'alimenter la base des 5 transistors 2N3906. Ces 5 résistances seront alimentées par les broches D12, D11, D10, D9 et D8 de l'Arduino. Elles feront passer chacun des transistors en mode commutation dès qu'une de ces broches passera en état high. Cela équivaudra à tourner manuellement un commutateur rotatif à 5 positions à la bonne position selon la valeur de la résistance à mesurer. Des formules de calculs inscrites dans le programme se chargeront d'activer les broches D8 à D12, selon la valeur de la résistance à mesurer pour maximiser la précision de lecture de l'ohmmètre. Ces résistances de base de 4,7 kΩ apparaissent sous l'identification R6, R7, R8, R9 et R10. Les 5 résistances qui suivent sont les résistances assignées au diviseur de tension. Ce sont les résistances du diviseur de tension dont la valeur est connue. Commençons par R1, qui est une résistance de 100 ohms qui est reliée d'un côté au collecteur de Q1 et de l'autre à la broche A1, la broche d'entrée analogique de l'Arduino. R2, une résistance de 1 kΩ reliée d'un côté au collecteur de Q2 et de l'autre, fait jonction avec R1 et la broche A1 de l'Arduino. Rappelons que la broche A1 est la deuxième des 6 entrées-sorties analogiques de l'Arduino. Puis R3, une résistance de 10 kΩ reliée d'un côté au collecteur de Q3 et de l'autre, fait jonction avec R1, R2 et la broche A1 de l'Arduino. Ensuite R4, une résistance de 100 kΩ reliée d'un côté au collecteur de Q4 et de l'autre, fait jonction avec R1, R2, R3 et la broche A1 de l'Arduino. Finalement, en ce qui concerne les résistances, la toute dernière, R5, une résistance de 2 MΩ reliée d'un côté au collecteur de Q5 et de l'autre, fait jonction avec R1, R2, R3, R4 et la broche A1 de l'Arduino.
Les deux dernières composantes de ce dispositif sont deux condensateurs céramiques de 100 nanofarad chacun, nommés C1 et C2. Ces condensateurs sont utilisés pour stabiliser la tension aux bornes de la résistance à mesurer. La broche RF de la carte Arduino doit être connectée à la broche 5 volts avec le condensateur C1 de 100 nanofarad entre elle et la broche GND. Quant à C2, il est connecté entre la broche A1 et la broche GND. Je préciserai ici que la broche GND et la broche A1 sont les entrées de l'ohmètre, auxquelles sont reliées nos deux probes. J'aurais une question. Oui, je t'écoute. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais utilisé la broche RF de l'Arduino, et j'ignore complètement quel est son rôle. Au sujet de la broche RF, la broche RF pour référence analogique peut être utilisée pour fournir une tension de référence externe pour la conversion analogique numérique des entrées vers les broches analogiques. La tension de référence spécifie essentiellement la valeur du haut de la plage d'entrée, et par conséquent chaque étape discrète de la sortie convertie. Les avantages de l'utilisation d'une référence externe incluent contrôle précis de la valeur de référence, au lieu d'un nombre limité d'options intégrées. Aucune logique de programmation requise pour ajuster la tension de référence. Dans certains cas, un signal moins bruyant. Si je comprends bien, elle permet une meilleure précision de la tension pour la conversion analogique, un peu comme C1 et C2. On peut le voir comme ça. Par le passé, nous avons souvent parlé de transistors bijonction de type NPN utilisés en mode commutation, mais c'est la première fois que nous allons utiliser des transistors de type PNP dans ce mode. Rappelons que le mode commutation d'un transistor bijonction, qu'il soit de type NPN ou PNP, est obtenu en alimentant suffisamment la base d'un transistor pour atteindre son seuil de saturation. Comme son nom l'indique, le mode commutation est utilisé lorsque nous voulons remplacer un interrupteur ou un relais unipolaire par un transistor. Qu'il soit de type NPN ou PNP, un transistor monté en mode commutation ne connaît que deux états. Il est soit passant ou bloqué. Il est facile à retenir qu'un transistor dans l'état passant est comme un interrupteur dans la position « marche », il laisse passer le courant, et dans l'état bloqué, il bloque le passage du courant, comme un interrupteur à la position arrêt. C'est exact. Précisons la différence entre un transistor NPN et un PNP. Comme on l'a vu par le passé, pour qu'un transistor NPN soit dans l'état passant, on doit alimenter sa base jusqu'à saturation. Contrairement au transistor PNP, il devient passant lorsque sa base est à 0 V et bloque le passage du courant dès que sa base est alimentée jusqu'à saturation. La démo qui suit montre bien la différence lorsque l'on alimente parallèlement la base d'une paire de transistors PNP et NPN. Pour bien visualiser le concept et avant de démarrer la simulation, jetons un coup d'œil dans l'environnement de programmation. Comme son titre l'indique, il s'agit d'une démonstration de l'utilisation de transistors NPN versus PNP en mode commutation. Commençons par l'entête déclarative. Nous y retrouvons 5 variables de type constant integer nommées ch-1 à ch-5, assignées respectivement aux broches D12 à D8 de l'Arduino. Le rôle de chacun de ces 5 canaux est d'alimenter une LED témoin nous indiquant l'état high ou low de chaque canal et parallèlement, contrôle l'alimentation des bases des transistors. Donc, chaque canal contrôle une LED et la base d'un transistor PNP et celle d'un transistor NPN. Et chaque transistor contrôle son ampoule. Dans la partie initialisation, le mode output est assigné aux 5 canaux. Ainsi, les sorties des 5 canaux nous offrent indépendamment 2 états. Soit l'état low, par défaut, ou 0 V, et l'état high ou 5 V. Après avoir défini le mode output aux 5 canaux, toujours dans la section initialisation, j'ai placé les 5 canaux à l'état high, suivi d'une pause de 5 secondes, pour qu'au démarrage du programme et pendant les 5 premières secondes, nos 5 LED, ainsi que les 10 bases des transistors soient tous alimentés. Les 5 LED s'illuminent indiquant l'état haut des 5 canaux. Aussi les bases des 5 transistors PNP, rangées du haut, étant alimentées, font que le courant entre leur émetteur et leur collecteur est bloqué, les transistors PNP sont à off, tandis que les 5 transistors NPN sont à on.
La première instruction exécutée est une boucle for contenant une variable locale de type integer, nommée ch pour canal. Il s'agit d'une boucle d'incrémentation de 1 à 5. Les instructions exécutées dans cette boucle for sont dans les 5 cases d'une structure switch dont l'argument est ch. Chaque case contrôle simultanément l'état des 5 canaux. Pour exemple, la case 1 place le canal 1 dans l'état low, et l'état high pour les 4 autres canaux pendant 5 secondes et ainsi de suite pour les autres cases. Une fois le balayage des 5 cases effectué, la fonction loop recommence du début. Ceci dit, démarrons la simulation. Comme on le voit ici, lorsque l'on alimente parallèlement la base d'une paire de transistors PNP et NPN, leur état change. Successivement et à intervalles de 5 secondes, les canaux 1 à 5 passent de l'état high à l'état low. Lorsqu'un canal est à l'état high, il envoie 5 volts aux résistances de base des transistors PNP et NPN. Cela a pour effet de saturer les transistors, rendant passants les transistors NPN et bloque les transistors PNP. Ainsi, lorsqu'un des 5 canaux est à l'état low, sa tension de 5 volts chute à 0 volts et place les résistances de base à la masse. Lorsque la base d'un transistor PNP est à la masse, ou 0 volts, il devient passant. Tandis qu'un transistor NPN passe à l'état bloqué lorsque sa base n'est plus alimentée. Pour revenir à notre schéma électronique, qui pourrait nous en dire plus sur le transistor 2N3906? Moi, je pense bien le connaître assez pour en parler. Le transistor 2N3906 est un transistor à jonction bipolaire PNP tout usage. Il est utilisé dans les applications à faible puissance et courant, moyenne tension. Il est largement utilisé pour l'amplification et la commutation à faible puissance. Il a un courant nominal de 200 mA, une tension nominale de 40 volts et une puissance nominale de 625 mW et fournit un gain de courant de 100 lorsque le courant de 10 mA traverse le collecteur. Le 2N3906 est populaire en raison de son gain élevé et de sa faible tension de saturation. Il a d'abord été fabriqué par Motorola. Voici une liste des transistors les plus populaires qui peuvent être utilisés en remplacement du 2N3906. BC527, BC556, BC557, BC558, BC559, 2N2907, A1015, C945, 2N4403, 9014. C'est excellent, il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est pour dire qu'il s'agit là d'une très courte liste de remplacements possibles. Ce cours te montre comment fabriquer un ohmmètre à sélection automatique simple à l'aide d'une carte Arduino Uno, où la valeur de la résistance à mesurer est affichée sur un écran LCD 16:2. Pour aujourd'hui, je pense inutile de t'expliquer à quoi sert un ohmmètre, mais je pense qu'il peut être utile de t'expliquer comment ça marche. Je me contenterai de faire un survol assez rapide en disant simplement qu'aujourd'hui, de nombreux ohmmètres utilisent la technique du diviseur de tension pour mesurer la valeur résistive d'une résistance inconnue. Pour ce projet, la même technique sera également utilisée. On a déjà parlé des diviseurs de tension dans la leçon 7 qui montrait comment réaliser un voltmètre dans sa forme la plus simple, mais pour un rappel, je dirais que fondamentalement, un diviseur de tension se compose de 2 résistances comme tu peux le voir ici. Pour connaître la tension aux bornes de R1 et R2, il est facile d'utiliser 2 voltmètres en les branchant comme ceci. Ainsi, le voltmètre branché aux bornes de R1 nous indique 2,5 volts. On dira donc que VR1 correspond à la tension en volts aux bornes de R1. Maintenant, j'attire ton attention sur le deuxième voltmètre qui est raccordé aux bornes de R2. Il indique lui aussi 2,5 volts. On dira donc que VR2 correspond à la tension en volts aux bornes de R2. Par expérience, je peux affirmer sans même connaître la valeur résistive de R1 et R2 qu'elles ont toutes les deux exactement la même valeur en ohms. Il peut s'agir de 2 résistances de 1 ohm, ou de 100 ohms, ou de 10 kOhms. Je ne saurais le dire qu'en connaissant l'ampérage consommé par ces 2 résistances en série et grâce à une formule de la loi d'Ohm. Mais ce que je peux aussi affirmer, c'est la valeur de la tension entre la masse et VCC.
Elle correspond toujours à la somme de toutes les tensions prélevées aux bornes de chacune des résistances composant le diviseur de tension. Ici, notre diviseur de tension est formé de deux résistances. Donc, la tension VCC est égale à la somme de VR1 et de VR2. Ce qui nous donne mathématiquement parlant 2,5 volts plus 2,5 volts égale 5 volts. Comme on vient de le voir, avec un voltmètre il est facile de connaître les valeurs de VR1 et VR2. Mais supposons que je n'ai pas de voltmètre. Dans ce cas, on utilise des formules simples qui s'appliquent au diviseur de tension. Dans cet exemple, disons que la résistance de R1 et R2 sont connues. Pour connaître la tension de VR1, qui correspond à la tension aux bornes de R1, ici nommée Vout, mais que je renommerai VREF, comme il est d'usage de le nommer, et qui signifie voltage de référence, ou tension de référence. Pour plus de précision, je dirais que la tension de référence se mesure toujours entre la masse et le point de jonction des résistances formant le diviseur de tension. Cette même règle s'applique lorsqu'un diviseur de tension est composé de 3 résistances ou plus. Les tensions de référence sont toujours mesurées ou calculées à partir de la masse. Dans ces cas-là, on distinguera les différentes tensions de référence en les nommant VREF1, VREF2 pour un diviseur de tension à 3 résistances comme le montre cet exemple, et ainsi de suite pour un diviseur de tension de plus de 3 résistances. Ceci précisé, revenons à notre diviseur de tension à 2 résistances. Pour connaître la valeur VR1, sans avoir à utiliser un voltmètre, qui correspond à la tension prélevée aux bornes de R1, mais aussi à la tension de référence de notre diviseur de tension qui sera lu par la broche A1 de l'Arduino, nous allons utiliser cette simple formule qui se lit ainsi. VR1 est égal à VCC, multiplié par R1 divisé par la somme de R1 plus R2. Dans le cas où l'on voudrait aussi connaître la valeur VR2, qui correspond à la tension prélevée aux bornes de R2, nous allons utiliser cette formule qui se lit ainsi. VR2 est égal à VCC, multiplié par R2 divisé par la somme de R1 plus R2. Mathématiquement parlant, reprenons cette formule, et replaçons-la sous cette forme. Je tiens à ouvrir une parenthèse pour préciser qu'en utilisant des formules de calcul, on doit convertir la tension en volts, les résistances en ohms, et l'intensité du courant en ampères. Ainsi, pour une résistance de 1 kΩ, nous devrons inscrire 1000 ohms. Ici, nous dirons donc que VR1 est égal à VCC qui correspond à la tension de source dont la valeur est de 5 volts, multiplié par R1 dont la valeur est de 1000 ohms. Puis on divise par la somme de toutes les résistances en série composant le diviseur de tension. Pour cet exemple, on parle de R1 plus R2 qui valent 1000 ohms chacune. En simplifiant cette première équation, on obtient 5000 divisé par 2000. Le quotient de cette division nous donne la tension en volts de VR1, qui est égale à 2,5 volts. Maintenant, pour connaître la tension aux bornes de R2, la même base de formule s'applique à une exception près. Dans la première partie de l'équation, tu n'as qu'à remplacer R1 par R2 pour connaître VR2. En appliquant cette formule adaptée pour VR2, tu constateras que la tension de VR2 est identique à la tension de VR1. C'est logique puisque R1 et R2 ont la même valeur en ohms. Aujourd'hui, si j'insiste sur la compréhension des diviseurs de tension, c'est parce que notre ohmmètre utilise la technique du diviseur de tension pour mesurer la valeur d'une résistance inconnue. En fait, notre ohmmètre ne mesure pas la valeur ohmique de la résistance à mesurer, il mesure simplement la tension à ces bornes grâce à la formule que nous venons d'étudier, puis, une autre équation convertira cette tension en ohms et l'affichera à l'écran LCD. Notre ohmmètre utilise la technique du diviseur de tension à 2 résistances comme le montre ce schéma. Il est alimenté par une tension continue et stable de 5 volts provenant de l'Arduino que l'on nommera VCC. Cette tension, VCC, traversera les 2 résistances avant d'aller rejoindre la masse, ou si tu préfères, la broche GND de l'Arduino. Note ceci, en électronique et dans un circuit fermé comme celui-ci, la tension circule toujours du positif au négatif, tandis que le courant circule en sens inverse. La tension prélevée entre la masse et la jonction de 2 résistances s'appelle tension de référence, ici nommée VREF, pour voltage de référence. Ce point de jonction sera relié à la broche A1 de l'Arduino. Depuis le début, j'ai nommé R1 et R2 les 2 résistances formant notre diviseur de tension. À partir de maintenant, nous dirons que la première résistance s'appellera
la résistance connue, et la seconde résistance s'appellera la résistance inconnue. La résistance connue fait partie intégrante de notre circuit, tandis que la résistance inconnue est la résistance à mesurer. Elle est en dehors de notre circuit et sera prise en considération lorsqu'elle sera en contact avec nos deux probes. Tu auras compris que notre diviseur de tension est complet seulement si nos deux probes sont en contact avec la résistance inconnue, donc la résistance à mesurer. Si aucune résistance n'est en contact avec nos deux probes, la résistance inconnue est égale à l'infini. Dans ce cas, la résistance connue laissera passer la totalité de VCC et la tension de référence envoyée à la broche A1 de l'Arduino sera égale à 5 volts et notre ohmètre affichera overload. En ce qui concerne la résistance connue, et c'est là que ça commence à être intéressant. On pourrait se contenter de choisir une valeur fixe, disons 1000 ohms pour l'explication. Or, cela affecterait grandement la précision de lecture dans les cas où la résistance à mesurer sera beaucoup plus grande. Autrement dit, plus la différence est grande entre la résistance inconnue et la résistance connue, moins la lecture sera précise. L'idéal pour obtenir une meilleure précision, c'est de réduire l'écart entre la résistance connue et la résistance inconnue. La plupart des multimètres bon marché comme celui-ci utilisent encore un sélecteur de gamme pour augmenter cette précision. Généralement, ils ont jusqu'à 5 gammes de lecture comme tu peux le voir ici. On pourrait très bien faire de même avec notre ohmètre Arduino. Schématiquement parlant, on pourrait utiliser un commutateur rotatif à un pôle et 5 positions reliées à 5 résistances connues de valeurs différentes pour obtenir 5 échelles de précision et le relier à l'Arduino de cette façon. Mais on n'est pas dans l'ancien temps. Notre ohmètre sera programmé pour sélectionner automatiquement la bonne échelle selon la valeur de la résistance inconnue. On remplace donc ce modèle de schéma archaïque par un dispositif de commutation à 5 transistors. La base de chacun des 5 transistors passe par une résistance de 4,7 kΩ et sera commandée par les broches de sortie numérique 8 à 12 de l'Arduino qui seront en mode output. Ce qui veut dire que l'état de chaque transistor dépendra de l'état high ou low des broches 8 à 12. L'émetteur de chaque transistor rejoint la broche VCC en jonction avec la broche RF, pour assurer une tension de sortie stabilisée de 5,0 volts à la sortie de chacun des transistors en mode commutation. Selon l'échelle sélectionnée, un des 5 transistors laissera passer la tension VCC à travers l'une des 5 résistances connues. C'est cette résistance sélectionnée qui deviendra la résistance connue du diviseur de tension. Quant à la seconde résistance formant le diviseur de tension, la résistance inconnue, c'est la résistance à mesurer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, notre ohmètre Arduino ne mesure pas la valeur ohmique de cette résistance mais bel et bien la tension à ces bornes qui est lue par la broche A1 de l'Arduino qui est utilisée pour prélever en continu et analogiquement la lecture de la tension de référence. Je rappellerai ici qu'au cours de la leçon 7 nous avons déjà étudié cette approche. Pour ceux qui l'ont skippé, je vous recommande de la revoir. Comme pour l'étude du voltmètre de la leçon 7, nous avions utilisé la broche d'entrée analogique A0, j'ai décidé d'utiliser la broche A1 pour notre ohmètre, car il n'est pas exclu qu'éventuellement nous puissions fusionner ces deux projets avec d'autres à venir pour en arriver à se bâtir un multimètre complet. La fonction de la broche A1 est comparable à la broche A0 de notre voltmètre de la leçon 7. Dans le sens qu'elle prélève une tension analogique se situant entre 0 et 5 volts puis la convertit en valeur numérique couvrant une plage de 0 à 1023. Au risque de me répéter une dernière fois, comme tous les ohmètres utilisant la technique du diviseur de tension, ce n'est pas la valeur ohmique de la résistance à mesurer qui est lue par la broche A1, mais la tension à ces bornes. C'est à partir de la valeur de cette tension que nous allons pouvoir connaître la valeur ohmique de la résistance à mesurer. Pour ce faire, nous allons utiliser une simple formule de la loi d'Ohm et l'adapter à nos besoins. Si l'écran LCD de l'Arduino permet d'afficher une valeur en ohms, c'est grâce aux instructions programmées lui permettant de faire le calcul à partir des paramètres connus. Voyons tout cela de plus près. En se référant à cet exemple, quels sont les paramètres connus? Nous connaissons la valeur de VCC qui est de 5 volts. Nous connaissons aussi les valeurs des résistances R1 à R5 qui varient selon le canal sélectionné. Oui, et pour cet exemple j'ai nommé la résistance connue RVC, et lui ai donné la valeur de 1 kΩ correspondant à la résistance R2 qui est assignée au canal 2 commandé par la broche 11 de l'Arduino.
Donc, ici, RVC, où la résistance connue est égale à 1000 ohms. C'est bien ça, et j'ai nommé RI, la résistance inconnue, c'est-à-dire la résistance à mesurer. Nous ignorons encore sa valeur en ohms, mais la broche à 1 prélève une tension de 2,5 volts à ces bornes. Cette tension correspond à VRI. Ainsi, en connaissant la valeur de VRI, celle de RVC et de VCC, il est possible de calculer la valeur en ohms de RI en utilisant cette formule qui se lit ainsi. RI est égal à la tension aux bornes de RI, multipliée par la valeur de la résistance connue, divisée par la différence entre VCC et VRI. Mathématiquement parlant, la résistance inconnue est égale à VRI, multipliée par RVC, d'où 2,5 volts multiplié par 1000 ohms. Le produit de cette opération est ensuite divisé par la différence entre VCC et VRI, ou 5 volts moins 2,5 volts. Qui, une fois simplifié, nous donne 2500 divisé par 2,5 volts. Le quotient de cette division nous donne la valeur de RI qui est de 1000 ohms. Une division par 1000 de cette valeur nous permettra d'afficher 1 kOhm à l'écran de notre ohmètre. Ainsi la résistance inconnue ne l'est plus. C'est ainsi que fonctionne un ohmètre utilisant la technique du diviseur de tension. C'est bien plus simple que je le pensais, et c'est efficace. Maintenant que l'on sait comment fonctionnent la plupart des ohmètres, il ne reste plus qu'à instruire notre Arduino en lui disant précisément comment calculer et quand, puis quoi faire et quand le faire. Si ce projet t'intéresse, des liens sont inclus dans la description au bas de cette vidéo grâce auxquels tu pourras copier les projets présentés dans ce cours et t'amuser à les explorer ou les modifier. Comme cette présentation dépasse de loin le temps maximal normalement accordé pour une présentation, je n'entrerai pas dans les détails de la programmation en expliquant comme je le fais habituellement chaque ligne de code. Je te laisse l'analyser et si tu as des questions, je t'invite à passer par le biais des commentaires. Si vous avez aimé ce cours, cliquez sur j'aime, laissez-nous vos commentaires et partagez avec vos amis. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, c'est notre façon de déterminer si ça vaut la peine de poursuivre dans cette direction. Nous vous remercions de votre attention et vous disons au revoir et à très bientôt. Easy Weekend Project.